Salut! Pour cette nouvelle vidéo de ma rubrique 6 films pour découvrir, je vous embarque avec moi dans le domaine du cinéma insolite. Alors qu'est-ce que le cinéma insolite, me direz-vous? Alors pour moi, c'est une catégorie dans laquelle je range des films souvent inclassables justement, parce qu'ils ne ressemblent à aucun autre. Ce sont des films qui vous embarquent dans un univers réellement autre, avec parfois une approche expérimentale ou qui va vous surprendre, avec des histoires, des scénarios incongrus, décalés, des images souvent surprenantes, une identité propre, bref, ce sont des films qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui proposent une vraie originalité, que ce soit scénaristiquement ou visuellement parlant, qui vous propulsent dans l'étrangeté, dans le non-sensique parfois, qui sont souvent difficiles d'accès de par la richesse de leur univers, qui peuvent vous perdre. Ce sont des films pour qui, généralement, il faut faire un vrai effort et surtout se laisser embarquer là où le réalisateur veut vous emmener. Accepter de remettre en question sa rationalité ou même certains codes du cinéma pour pleinement accepter la proposition. Ce sont des films qui ne laissent pas indifférents, qui laissent des traces dans notre esprit longtemps après leur vision. Moi, je les appelle les ovnis du cinéma, à savoir les objets filmiques non identifiés. Parmi les réalisateurs emblématiques de cette catégorie, on citera évidemment David Lynch, Todd Browning, Alejandro Jodorowsky, Fellini ou Luis Buñuel. Mais il y en a plein d'autres. Donc pour vous donner une idée de ce que moi je considère comme du cinéma insolite, je vous propose donc 6 films qui sont pour ma part une bonne porte d'entrée dans cet univers hors norme, et vous n'aurez plus ensuite qu'à en visionner d'autres si ça vous intéresse. Allez, on va y aller. Comme toujours, ce n'est pas un top, je vous propose les films dans un ordre chronologique, tout simplement. Allez, c'est parti! Pour notre premier film insolite, je vous propose l'intrigant Le Duo de la Mort ou Femina Ridens en VO, un film de Piero Chivazappa. On y suit le docteur Sayer, directeur d'une association philanthropique, qui fait la connaissance de Maria, une journaliste qui désire que le médecin lui fournisse des livres sur l'utilité de la stérilisation des hommes. Le médecin propose à la jeune femme de venir les chercher à son domicile, un simple prétexte pour la droguer et l'enfermer. Car le docteur Sayer est un macho invétéré qui veut rétablir la domination des mâles sur les femmes. Dans sa gigantesque maison-prison, il va torturer psychologiquement la jeune femme, puis étudier son comportement. Une curieuse relation va alors s'établir entre la victime et son bourreau. Avec ce titre, Le Duo de la Mort et les photos sur la jaquette de ma VHS, ainsi qu'avec la nationalité du film, italienne donc, je pensais visionner un giallo ou quelque chose d'approchant. Évidemment, avec les Italiens, il faut s'attendre à tout, et ce qui peut s'apparenter à un banal thriller au départ, peut bifurquer vers une toute autre contrée, une toute autre dimension, improbable, inattendue, extravagante. Eh bien, c'est exactement le cas avec ce film réalisé en 1969 sous le titre original de Femina Ridens, qui peut se traduire par La femme qui rit. Même si le scénario emprunte des clichés au giallo, au thriller, au drame, à la sexploitation, à l'eurotrash, il n'appartient réellement à aucun de ces genres, et sa marginalité en fait une œuvre tout à fait atypique, intrigante, originale et insolite. Au casting, on trouve principalement Philippe Leroy et la superbe Dagmar Lassander, le duo de la mort devenant rapidement un huis clos, totalement recentré sur ces deux personnages.
Avec une prestance raffinée, un regard animal et un comportement narcissique et misogyne, Philippe Leroy interprète à merveille le docteur Sayer, curieux protagoniste assez antipathique et qui va nous dévoiler sa véritable facette une fois sa victime kidnappée. Une facette obscure et radicale qui a dû faire sensation à l'époque, puisque le duo de la mort est sorti en plein boom de la révolution sexuelle et de la libération des mœurs post-68, mettant la femme au premier plan de cette évolution, longtemps attendue par la gente féminine, justement. Une révolution des mœurs et de la féminisation qui n'est pas du tout au goût du docteur Sayer, pour qui l'homme et ses attributs virils doivent toujours être mis en avant. Les avancées médicales comme la fécondation in vitro, la procréation par insémination artificielle, donnant la possibilité aux femmes d'avoir un enfant sans devoir faire l'amour à un homme, ça lui est totalement insupportable, se voyant réduit à un simple donneur de sperme qui n'a plus de pouvoir sur la gente féminine. Une situation qui progresse à travers le monde et qui met donc sa virilité en jeu, le faisant sombrer peu à peu dans une folie douce. Pour se réaccaparer sa condition de mâle dominant, il loue donc les services de prostituées qu'il séquestre et avilit le temps d'un jeu malsain et pervers. C'est en voulant passer à l'étape supérieure, à savoir tuer une femme, qu'il décide de kidnapper la belle Dagmar Lassander, une actrice née à Prague en 1943, et qu'on a pu voir dans Une hache pour la lune de miel de Mario Bava et Photo interdite d'une bourgeoise de Luciano Ercoli en 1970, L'iguane à la langue de feu de Riccardo Freda en 1971, Si douce si perverse de Silvio Amadio en 1975 en compagnie de Gloria Guida, ou bien encore Dans le chat noir et la maison près du cimetière, évidemment de Lucio Fulci en 1981. Un petit jeu du chat et de la souris va s'instaurer entre les deux protagonistes principaux, et Dagmar Lassander va se servir de son corps et de ses charmes, qu'elle n'hésitera pas à dévoiler pour notre plus grand plaisir bien sûr, de manière gentiment érotique mais fort sensuelle, et elle va donc s'en servir comme d'une arme de persuasion afin de se sortir d'affaire. Y parviendra-t-elle? C'est l'un des intérêts du film de Piero Chivazappa, car ce dernier, servi par un scénario ambitieux, il parvient sans cesse à nous surprendre, à défier nos attentes, pour nous proposer quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas forcément, et ce jusqu'au générique de fin. Un petit tour de force, servi par une mise en scène inspirée, avant-gardiste, et par un design pop art des plus fameux, qui contribue à faire de ce duo de la mort une œuvre à part entière. C'est bien simple, l'architecture de la maison du docteur Sayer, son agencement, sa décoration, surtout, très psychédélique, pop art, préfigure de 2 années l'esthétisme d'Orange Mécanique de Kubrick. Bardé d'idées originales pour l'époque, comme cette fellation en hors-champ de Dagmar Lassander à Philippe Leroy, symbolisée à l'écran par le passage d'un train, sur lequel joue un groupe de filles maniant de façon suggestive leurs clarinettes et autres instruments de musique, ou la séquence dans laquelle Dagmar, elle danse, uniquement vêtue d'une sorte de voile transparent du plus bel effet, sous le regard de Sayer, dissimulé derrière un miroir sans teint. Le duo de la mort, il surprend sans cesse, et les amateurs de curiosité n'hésiteront donc pas à venir jouer les voyeurs au sein de cet étrange duo, métaphore de la lutte des sexes. À l'époque où la PMA vient d'être autorisée pour les couples de femmes, revoir le duo de la mort est une sacrée expérience, visuelle et sensitive, qui nous fait réfléchir aux paroles peut-être pas si délirantes que ça du docteur Sayer. Véritablement autre, inclassable, ovniesque, le film de Piero Chivazappa se révèle hypnotique, la bande originale composée par Stelvio Cipriani n'étant pas en reste pour nous plonger dans cette ambiance pop art et ce délire fantasmatique, au rythme lancinant mais jamais ennuyeux. À découvrir séance tenante, il est sorti en Blu-ray chez Frénésie Édition, et ce qu'on peut dire c'est... ils sont forts ces Italiens.
Enter the private domain of the developed connoisseur. Exposing the obsessive bondage that very special men and women enjoy over each other, with the internationally famous Philippe Leroy as Sayer, a sadist, expert in bizarre punishments, a complete master of the most exquisite techniques of mental and physical torture. Dagmar Lysander as Maria, his prisoner. Philippe Leroy and Dagmar Lysander. Quite unlike anything you have ever experienced before. The peculiar bondage in which both master and slave are inescapably trapped. You will never entirely forget this revealing motion picture experience. En second film, je vous propose l'incroyable The Baby de Ted Post, réalisé en 1973. L'histoire, c'est celle d'Anne Gentry, une assistante sociale qui a perdu son mari suite à un accident. Elle décide d'aller s'occuper de la famille Wadsworth. Alors, Madame Wadsworth, elle vit seule avec ses deux filles, Germaine et Alba, ainsi qu'avec Baby, un jeune homme qui n'a jamais évolué et en est resté au stade infantile. Il ne sait ni marcher, ni se mettre debout, ni parler, ni manger tout seul, et il porte encore des couches. Prise d'affection pour Baby, Anne tente de raisonner sa mère en lui faisant comprendre que des instituts spécialisés peuvent venir en aide à son fils. Plus Anne passe du temps chez les Wadsworth, et plus elle s'aperçoit que le comportement de la mère et des deux sœurs de Baby, il est quand même bien étrange, et ça pourrait être la cause de la non-évolution du jeune homme. Alors Ted Post, on le connaît pour des films tels Pendez-les haut et court de 1968, Le secret de la planète des singes de 70, Magnum Force de 73, Le commando des Tigrenards de 78 ou Night Kill de 80 entre autres. La même année que le polar burné avec Clint Eastwood, Ted Post y réalise donc The Baby. Assurément, l'un des films les plus bizarres et déconcertants que j'ai jamais vu. Alors ne vous fiez pas à l'affiche du film qui ferait passer cet ovni pour ce qu'il n'est pas, mais alors pas du tout, à savoir une comédie polissonne. The Baby n'étant rien une gaudriole sexy, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un drame, insolite évidemment, inclassable, dont certaines situations pourraient prêter à rire, mais dont l'ambiance, l'atmosphère malsaine qui se dégage des images, annihile tout sourire de notre visage. Alors on félicitera le scénariste Ab Polsky qui a rédigé une telle histoire, originale dans sa construction et son développement, nous proposant des événements que je ne pense pas avoir déjà vus auparavant, et qui nous réserve, qui plus est, un final totalement apocalyptique qui ferait presque bifurquer The Baby dans le film d'horreur psychotique. Cerise sur le gâteau, on a une ultime séquence totalement azimutée qui remet presque en cause tout ce qui a précédé, ou tout du moins va nous faire bien réfléchir sur ce qu'on a vu et sur ce qu'on pensait acquis. Alors The Baby, c'est donc l'histoire d'une assistante sociale qui va rencontrer une famille on ne peut plus spéciale, composée d'une mère, de ses deux filles et de son fils, surnommé Baby. Donc ce dernier, il nécessite une attention toute particulière, puisque malgré son âge, je dirais une bonne trentaine d'années, c'est jamais précisé, Baby est toujours resté à l'état de bébé, ne marchant pas, ne parlant pas, dormant avec ses doudous dans un lit de bois à barreaux, malgré sa taille, et devant encore porter des couches. Un sérieux handicap pour ce jeune homme, autant physique que mental. Alors l'acteur qui donne vie à Baby, il est assez remarquable, car si ses crises et ses pleurnicheries, telles qu'un vrai bébé pourrait en avoir, font sourire au départ,
L'ambiance qui va s'immiscer peu à peu dans le récit va rapidement devenir oppressante et on ne sourira plus vraiment devant ces mimiques qui honnêtement passeraient pour un sommet de ridicule dans un autre film. Parce que Ted Post, eh ben, il traite son histoire avec un sérieux à toute épreuve et son casting est parfaitement en place pour nous faire ressentir tout le caractère malsain de ce qui se trame devant nos yeux. La question que le spectateur en vient à se poser, celle-là même que se pose l'assistante sociale d'ailleurs, n'est autre que Baby a-t-il un réel handicap mental et moteur ou est-ce sa famille, qui semble quand même un brin dérangé, qui l'a forcé depuis des années à ne pas grandir et l'a infantilisé de la sorte. On imagine alors les sévices et les épreuves que cet enfant a dû subir dans sa jeunesse, si tel est bien le cas. Les trois membres de la famille Wadsworth sont parfaitement interprétés eux aussi, et on n'hésitera pas à classer cette famille parmi les plus tordus qu'on ait vus sur un écran. Madame Wadsworth a le visage de Rough Roman, et elle semble être une sorte de calque de Bette Davis dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane, ou de Shelley Winters dans Black Journal. Alors, si on sent qu'elle porte un amour infini à son fils Baby, on voit quand même que tout ne tourne pas rond dans sa tête. Il en va de même pour ses filles, que ce soit Germaine, qui nous offrira une séquence à la limite du glauque quand elle se rendra la nuit dans la chambre de Baby, ou d'Alba, une charmante blondinette qui s'avérera des plus sadiques envers son frère. Un trio diabolique en somme, qui ne va pas apprécier l'intrusion de l'assistante sociale et qui va tout faire pour que cette dernière les laisse en paix. Alors, Anne-Jeannette Comer, dans le rôle de l'assistante, elle est aussi particulièrement à l'aise et elle livre une solide composition. Alors ça doit pas être facile de rester de marbre, sérieuse et de se montrer attendrie devant un acteur qui mime des comportements de bébé. Pourtant, on ressent vraiment l'empathie qu'elle éprouve pour ce cas on ne peut plus déroutant. Alors comme j'ai déjà dit, certaines séquences du film sont d'un mauvais goût assumé et provoquent un réel mal-être chez le spectateur, à l'image de la séquence avec la babysitter qui se laissera donc téter un sein par Baby. Alors très honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre quand j'ai acheté le Blu-ray chez Arrow et que j'ai dit débuter la vision de The Baby. Alors, le résultat, il est au-dessus de mes attentes. Le film, il est en plus très bien filmé. Ted Post, il l'a pas du tout bâclé. Il a porté un soin particulier à sa mise en scène et à sa direction d'acteur. En conclusion, amateur de bizarreries sur pellicule, je ne peux donc que vous conseiller de vous jeter séance tenante sur The Baby, une véritable curiosité insolite au scénario improbable, mais qui fonctionne pourtant bel et bien. Et cette fin, insolite quand tu nous tiens. There wasn't enough room in Toyland to escape the terror that rocked Baby's cradle. I notice you call him Baby, and the case history doesn't show any other name. What is his real name? Just Baby. To Baby, life was not a giant playpen. It was a living hell. He wasn't allowed to walk, he wasn't allowed to talk, but he was capable of it. Baby is a full-grown man trapped by 3 women with no way out. Mama. Damn you. We should have let them take him. Alva, you're not talking about that circus. Mm-hmm. They wanted to put him in a sideshow. We should have said yes. Calling your brother a freak. Oh, Mama, I just thought it'd be better that way. 3, 4. Close the door. I just wanted to face you one more time to tell you that you're sick. You're the one who needs help, not Baby. That's your son, that's yours. You want him for yourself. Well, agency or no agency, you ain't gonna get him. This baby belongs to us. No, to me. He belongs to himself. He's not the subhuman thing you've made him.
My baby. What have you done to my baby? What do you want my baby? What do you want him? No, what's going to happen to my baby? What's going to happen to him? The Baby, a Scotia International release, starring Anjanette Comer, Ruth Roman, Mariana Hill, Suzanne Zenor, and David Manzi as Baby. Rated PG. Alors il était impossible de ne pas inclure David Lynch et son premier film, Eraserhead, dans cette vidéo. Réalisé en 1977, on y suit Henry Spencer, un homme taciturne qui travaille comme imprimeur et vit dans une ville industrielle peu attirante. Quand sa fiancée Mary X, dont il pensait être séparé, l'invite chez ses parents pour lui apprendre qu'elle a accouché d'un enfant difforme et plutôt monstrueux, qui ne cesse en plus de crier, eh ben Henry va se retrouver propulsé dans un univers cauchemardesque où vont s'entremêler visions surréalistes et situations fort inquiétantes. Maître étalon du film insolite, Eraserhead a tout pour malmener le spectateur et lui faire perdre ses repères. Avec ce premier film, David Lynch, il frappe un grand coup et il utilise le stress de la paternité, l'angoisse de devenir père, un état que David Lynch a ressenti lui-même lors de la naissance de sa fille Jennifer, pour créer une œuvre hors norme qui ne pourra qu'intriguer et interroger le spectateur lors de sa première vision, voire des suivantes. Filmé dans un superbe noir et blanc très contrasté, Eraserhead a été tourné sur une période de 5 ans, un délai lié aux contraintes budgétaires. C'est l'acteur Jack Nance qui interprète Henry Spencer, et lui, il est resté célèbre pour sa drôle coupe de cheveux indissociable du film. Il est ensuite devenu l'un des acteurs fétiches de l'univers lynchien. Alors après une sortie en catimini, Eraserhead a été projeté à New York durant ce qu'on appelait les séances de minuit, et il a acquis rapidement un statut de film culte. Il sera projeté durant des années dans certains cinémas américains, et le réalisateur tout aussi culte John Waters lui a fait énormément de publicité. En France, le film sort en décembre 1980, puis, suite à la sortie du second film de Lynch, Elephant Man, en 1981, il ressort sous le titre de Labyrinth Man. Alors, un titre plutôt bien trouvé, tant il correspond à notre ressenti de spectateur face au film. On est perdu, déboussolé face aux images qui frappent notre rétine, sans qu'on en comprenne vraiment la première signification. Surréaliste, baigné dans une ambiance cauchemardesque, nanti de vision horrifique, le bébé, une sorte de verre, de cordon ombilical difforme et vraiment impressionnant, et le final bien sordide, et de vision insolite, telle la curieuse femme dans le radiateur aux joues hypertrophiées, ou la séquence dans laquelle Henry y perd littéralement sa tête, son cerveau allant servir à faire des gommes pour mettre au bout de crayons de mine. Alors c'est des éléments perturbants auxquels il faut ajouter un gros travail sonore. Le film fait preuve d'une grande expérimentation à ce niveau qui participe totalement à le rendre unique en son genre. Eraserhead, c'est une véritable expérience totalement inclassable et qui vous marquera l'esprit à jamais. Un pur classique du cinéma insolite. Incontournable.
En film 4, une œuvre qu'on ne cite pas assez, mais qui a toute sa place ici, à savoir le Love Object de Robert Parigi, réalisé en 2003. Alors ça raconte quoi? Eh bien c'est l'histoire de Kenneth Winslow, un employé modèle qui a pour mission de rédiger des manuels d'utilisation. Toute sa vie repose sur son travail, Kenneth il a pas d'amis et encore moins de petite amie. Il tombe pourtant sous le charme de Lisa, une nouvelle employée qui devra l'aider à rédiger et à mettre en forme ses manuels. Mais sa timidité le bloque totalement, il va alors décider de commander une poupée en latex ultra réaliste, dernier modèle, qu'il choisit en fonction du physique de Lisa. Nikki entre alors dans sa vie. La poupée permet à Kenneth de prendre de l'assurance et sa vie sociale s'en trouve tout à fait chamboulée. Il se décide à aborder Lisa, qui accepte avec plaisir son invitation. Mais Nikki ne semble pas l'entendre de cette façon, du moins c'est ce que va penser Kenneth. Alors le premier film de Robert Parigi est première réussite pour Robert Parigi. Présenté au Festival du film fantastique de Gérard Armé en 2004, le film repart avec le prix du public et le prix de la critique internationale, et c'est franchement amplement mérité. C'est l'ingénieur du son de Robert Parigi qui a montré à ce dernier un site internet sur lequel on peut commander des poupées érotiques très réalistes. D'abord surpris, le réalisateur a constaté que les positions dans lesquelles se trouvaient les poupées, sur les photos du site, ça évoquait plus des postures qu'aurait fait prendre un serial killer à ses victimes qu'un photographe de charme à ses modèles. Alors, le réalisateur, il a donc décidé d'écrire un scénario qui exploiterait ce recours à une poupée de latex, sans pour autant juger les personnes qui en utilisent. Pour rendre crédibles ces personnages, Robert Parigi, il décide d'engager des acteurs de choix. Il choisit Desmond Harrington, qui a joué dans Le Vaisseau de l'Angoisse ou Des Tours Mortels, pour interpréter Kenneth. Et bien lui en a pris, car l'acteur il est totalement investi par son rôle et il parvient sans peine à lui donner de l'épaisseur et à nous faire pénétrer dans son esprit bien perturbé. Pour incarner Lisa, Parigi a recours au mannequin Melissa Sagemiller, et aux côtés de ces deux personnages principaux, vient se greffer le gardien de l'immeuble de Kenneth, un brin pervers et curieux, qui est joué avec brio par notre bon et regretté Udo Kier. Alors il serait injuste de ne pas citer Nikki, même si elle n'est pas faite de chair et de sang. Néanmoins, cette poupée plastique, c'est un vrai personnage qui va déclencher tous les rebondissements du film. Pour la petite histoire, la poupée a été confectionnée avant le choix de l'actrice principale, en se basant sur des mensurations classiques, dirons-nous, par le spécialiste de ce genre de sextoys, et les maquilleurs, dont Brian Pennicas, ils ont ensuite dû la rendre la plus ressemblante possible avec Melissa Sagemiller. Mission amplement réussie sur ce point. Alors Love Object n'est pas à proprement parler un film d'horreur, c'est réellement la catégorie insolite, ça tombe bien, qui lui correspond le mieux, même si le final se révèle assez sanglant. Alors à la différence des films mettant en scène des poupées, celle de Love Object n'est absolument pas vivante. Et ça, le réalisateur ne tente jamais de nous faire croire qu'elle l'est. Un bon point, car cela permet vraiment de comprendre que tout se passe dans la tête de Kenneth, qui perd de plus en plus pied avec la réalité. Un voyage au pays de la psychose, voilà ce que nous présente le film de Robert Parigi. En effet, la vie de Kenneth avant l'apparition de Nikki est une vie triste, morne, basée sur son travail, mais aucunement intéressante ni distractive. L'embauche de Lisa va déjà déclencher quelque chose dans son esprit, puisqu'il va littéralement craquer pour cette jolie blondinette, on le comprend, mais ne parvenant pas à vaincre sa timidité, il va se renfermer un peu plus sur lui et choisir une méthode plus simple pour accéder à son désir, acquérir une poupée érotique dernier cri qu'il peut modeler comme il veut avant de passer commande. Alors ces critères de sélection sont donc basés sur le physique de Lisa évidemment. Le triangle amoureux, il commence déjà à se dessiner.
La réception de l'objet, sa découverte, ne le satisfera pas d'emblée, car alors que son métier est de créer des notices, lui, il prend même pas la peine de lire celle de la poupée. Mais peut-être eût-il mieux valu pour lui qu'il ne la découvre pas, cette fameuse notice. Parce qu'à cause d'elle, la frontière entre fantasme et réalité va complètement disparaître. Outre l'aspect physique, il faut également inclure dans les relations avec la poupée des goûts, des sentiments, des accessoires, afin que l'objet de plastique devienne quasiment un double de l'être désiré. La psychose va alors aller grandissante pour Kenneth, qui se met à parler avec sa poupée, à danser avec sa poupée, à faire comme si elle était vivante. Alors on aurait pu penser que ce dérèglement dans la vie du héros, ça allait saborder sa vie. Bien malin, le réalisateur nous propose tout l'opposé. Avec l'apparition de Nikki, la vie réelle de Kenneth prend une orientation positive, alors que d'habitude, dans les films, les personnages atteints de psychose dans ce genre de film voient leur vie sociale complètement détruite. Dans Love Object, encore une fois, c'est tout l'inverse. Obtenant une promotion à son travail, la timidité qui s'efface peu à peu pour enfin oser aborder Lisa, qui ne refuse donc pas son invitation, bien au contraire, Kenneth il devient un autre homme grâce à sa relation avec une femme en latex. Mais cette euphorie, elle va être de courte durée. De nombreux indices vont nous mettre la puce à l'oreille et nous indiquent qu'un drame est en train de se dérouler devant nos yeux. En effet, pendant la scène où Kenneth il accompagne Lisa, qui veut acheter de nouveaux vêtements, on a un déclic. Kenneth, il lui fait acheter les mêmes fringues dont il a pourvu Nikki. Il emmène Lisa chez le coiffeur et elle se retrouve avec la même coupe de cheveux que Nikki. Et c'est là où le film il marque des points et il devient surprenant et insolite, car on ne s'attendait pas à ce que Kenneth accessoirise sa poupée en fonction de Lisa, et pas l'inverse. La poupée a pris un contrôle total sur le héros, qui modélise donc un être humain pour la faire ressembler à sa poupée. Les événements qui vont suivre vont bien nous faire comprendre qu'il n'y a plus aucun espoir pour la santé mentale du jeune homme. On commence même à entrevoir une possible issue au drame, issue qui va se révéler encore plus tragique et horrible que ce qu'on avait imaginé. Alors la pseudo-comédie noire va peu à peu s'intensifier avant de déboucher sur des scènes de véritable folie organisées par un esprit psychotique. Notre sourire il s'estompe au fur et à mesure de l'avancée du film et on se laisse totalement emporter par la gravité de la situation, dont le jeu d'acteur des principaux protagonistes permet d'atteindre le niveau attendu. Alors, une situation implacable dont l'image finale fera froid dans le dos. Ah oui, vous allez remarquer si vous regardez le film qu'à force de vivre avec sa poupée, le héros il développe une sorte d'eczéma sur le visage, un eczéma que d'autres personnes possèdent dans le film, comme par exemple le livreur de la poupée ou les personnes fréquentant le sex shop. Par ce procédé, le réalisateur il voulait nous faire comprendre que le héros il n'était pas le seul à vivre une relation avec une poupée sexuelle de latex et qu'une grande diversité de personnes y avaient recours. Alors à la fois film social, les difficultés d'intégration au sein d'une entreprise, comédie noire, les interventions du doquier, thriller, film sur la folie mentale, Love Object ravira les amateurs d'étrangeté, de situations incongrues, de perversions plastiques et de scènes chocs, notamment lors du final. C'est vraiment excellent, je vous le recommande. Kenneth has a good job, Congratulations, I'm promoting you to editor. a natural talent, Meet your new layout assistant. Hi, I'm Lisa Belmar. and a deep passion What kind of weirdo's gonna spend $10,000 on a sex doll? he keeps to himself. What is in the box? It's a refrigerator. What he desires,
he can build. What color eyes do you like? Green. What kind of mouth do you want to kiss? You do anything special this weekend? But what he creates, he can't control. Kenneth Winslow. Hello? Nikki sent you. I'll do anything you say, just please don't tell her about us. You wanted me to be like a rubber sex doll? What kind of a person are you? What do you want from me? It's out of control. It's telling me to do these terrible things. Everything I've done for you. What the hell's going on? Nikki warned me about girls like you. Love Object. Cinquième film de mes propositions, et c'est un film français qui s'y colle, oui mesdames, messieurs, yeah. Alors de quel film s'agit-il? Eh bien du Hors-7 de Romain Basset, réalisé en 2014. L'histoire, c'est celle de Jessica qui, après 3 ans d'absence, revient au domicile familial pour assister aux funérailles de Rose, sa grand-mère. La tension entre la jeune fille et sa mère, elle est palpable, cette dernière ne s'en étant jamais vraiment occupée. Heureusement pour Jessica, elle trouve une oreille attentive auprès de son beau-père. Une attention qu'elle apprécie, car depuis son plus jeune âge, Jessica, elle est en proie de violents cauchemars, dans lesquels elle voit un curieux homme-cheval qui perturbe fortement ses nuits. Lors d'un nouveau cauchemar, elle voit sa grand-mère en train de fouiller dans des documents et cherchant une clé. Avant de faire des études de psychologie des rêves, Jessica va tenter de comprendre le sens de ces visions nocturnes. Premier long métrage de Romain Basset et premier coup de maître, eh ouais, rien que ça. Certes, Hors-7 risque fort de déconcerter et de diviser les spectateurs. Le film n'est en effet pas un divertissement popcorn et il demandera un réel effort d'attention et surtout une participation émotionnelle et une immersion totale dans son univers. Hors-7 prend en effet la forme d'un cauchemar en forme de puzzle mystérieux, plongeant son héroïne dans un univers effrayant, onirique, fantasmatique, gore et érotique. Les rêves peuvent être mortels, ça on le sait depuis 1984 et Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Robin Basset, il nous le confirme à nouveau avec Hors-7 et il malmène la ravissante Lily Pointeau, jeune actrice de 26 ans qui s'en sort haut la main et parvient à donner une vraie sensibilité à son personnage torturé par des visions récurrentes et particulièrement tétanisantes qui sont remplies de symboles tel le loup ou cet extraordinaire homme-cheval, il est incroyable, une véritable œuvre d'art à lui tout seul. Alors on s'en doute, les cauchemars de Jessica, tout comme ceux de Nancy dans le film de Craven, ils sont pas là uniquement pour parsemer le film de séquences fantastiques et choquantes, et elles le sont, mais également pour participer au développement de l'histoire, et elles sont autant de pièces à assembler pour la jeune fille, tout comme pour le spectateur qui tente lui aussi de comprendre et de faire la lumière sur ce qu'on devine être un secret de famille inavouable. Hors-7, de par son ambiance savamment travaillée, de par sa mise en scène brillante, de par sa splendide photographie, de par sa modernité également, il nous plonge dans une sorte de conte gothique dont on veut connaître tous les aboutissants. Alors si, comme moi, vous vous faites happer par l'histoire, le film deviendra totalement hypnotique et vous n'arriverez pas à décoller votre rétine des splendides images qui défilent sur l'écran. Effectivement, tout n'est pas simple à suivre, je suis d'accord, mais on a souvent l'impression d'être un peu largué, de perdre ses repères. Par certains aspects, moi Hors-7, il m'a fait penser à Inferno de Dario Argento,
Les deux films, pour moi, ils ont en commun d'être énigmatiques, fascinants, une beauté picturale totale, mais aussi assez hermétique et difficile d'accès. Le casting de Orsed, il est vraiment bon, on prend plaisir à retrouver Catriona McCall, l'héroïne de chez Fulci, en mère pas franchement exemplaire, ou aussi Philippe Naon, ou le chanteur Murray. Alors plus l'intrigue avance, et plus Romain Basset y dévoile les mystères entourant cette famille, une famille brisée, et se laisse aller à exploiter des termes comme le carcan que représente une éducation religieuse stricte par exemple, mais il le fait de manière intelligente, et ce, notamment à travers la figure du cardinal. Les scènes de cauchemar, elles bénéficient d'un soin tout bonnement prodigieux pour ce genre de film indépendant, et on félicitera mon ami David Scherer, Jacques-Olivier Molon également, Adrien Penquin et les équipes des effets spéciaux et de maquillage pour leur travail qui est absolument remarquable, et qui participe amplement à offrir à Orsed un splendide écrin pour pouvoir créer son ambiance donc à la fois fantasmagorique et envoûtante. N'oublions pas la musique de Benjamin Shielden, j'espère que je prononce bien, qui sied à merveille au film. Alors à l'instar de Lord of Salem de Rob Zombie, Orsed, c'est pour ma part l'une des plus intéressantes propositions du cinéma fantastique vu depuis bien longtemps. Donc, j'ai qu'un conseil, laissez-vous aller, laissez-vous bercer, et tentez cette expérience atypique et non préfabriquée qu'on nous sert à longueur de temps en ce moment. Vraiment, Romain, bravo. Warning, you are trying to reach reality. Please hang up now. Jessica, Rose, your grandmother's just passed away. The funeral is next weekend. I would appreciate it if you came. So, what's it like to be back in the old home? It's nice. Still studying fantasies with that quack of a boyfriend of yours, darling. Psychophysiology of dreams is not a con, Mother. It's a science. When are you going to wake up to reality? It's not in your dreams you'll find the answers you're looking for. Can you tell me about Rose's behavior days before she died? She seemed obsessed with bizarre visions. Bad dreams, I think. She has a bad case of the flu. She's going to have to stay in bed all weekend and take plenty of hot bath. I really need something to inhibit her nightmares. I can't bear the fact that my daughter is being so affected by her sleep. Allez, pour terminer cette petite sélection, je vous propose Good Boy. Alors, pas le film avec le chien, même si dans celui-ci, le chien, il tient aussi une place capitale. Alors, dans ce film norvégien de 2022, on trouve Sigrid, une jolie jeune femme, qui matche avec Christian sur un site de rencontre. Leur premier rendez-vous se passe plutôt bien, et la jeune femme, elle tombe sous le charme du ténébreux jeune homme, sans se douter que celui-ci est milliardaire et qu'il possède une chambre rouge. Ah non, ça c'est un autre film, désolé. Bon, bref, tout se déroule pour le mieux pour Sigrid, jusqu'à ce que Christian, qui est quand même milliardaire, il l'invite chez lui et il lui fasse faire connaissance avec Frank, son chien. Un chien bien particulier, puisqu'il s'agit d'un homme dans un costume de chien.
Alors la Norvège nous a déjà proposé des films singuliers et efficaces, comme la saga Cold Prey par exemple, et avec Good Boy, réalisé par Viljar Boe, on rentre dans le registre du film insolite et perturbant, avec très peu de violence graphique. Parce qu'ici, on est bien plus dans la violence psychologique, et le film, il manquera pas de vous intriguer, et surtout de vous mettre mal à l'aise. Le début de l'histoire, il est assez banal, comme vous l'avez constaté, jusqu'à ce que l'héroïne passe la nuit chez ce beau jeune homme milliardaire et découvre donc son chien. Or, c'est pas qu'elle aime pas les animaux à quatre pattes, hein, Sigrid, bien au contraire. Mais Frank, tel est le prénom de l'animal, c'est quand même pas un chien comme les autres. Alors, il ne faut pas plus d'un coup d'œil pour comprendre qu'il s'agit donc d'un homme dans un costume de chien, et qui se comporte totalement en chien. Il marche à quatre pattes, il aboie, il mange dans une gamelle, il dort dans sa niche, il fait des promenades tenues en laisse. Alors évidemment, on se demande tous, et Sigrid également, si Christian, c'est pas un psychopathe qui force un homme à être son chien. Mais les explications de Christian, elles semblent convaincantes, et elles parviennent à nous convaincre par la même occasion, comme Sigrid. Il semblerait qu'il existe des gens qui s'amusent à se comporter comme un chien, et d'après Christian, c'est un choix clairement réfléchi de Frank, qui dans sa jeunesse a eu des tas de soucis dans sa vie, il se sent bien comme ça, puisqu'on lui témoigne enfin de l'affection. Ce qui est assez incroyable dans ce film, et c'est en ça qu'il est dérangeant et insolite, c'est que, comme Sigrid, plus le film avance, et plus on s'acclimate de la présence de Frank, et moins on pense à l'humain sous le costume. Alors c'est même terrible de dire ça, hein, mais oui, on finit par oublier l'aspect dramatique de la chose. Sa présence ne semble même plus irrationnelle ou malaisante, on y prête presque plus attention, surtout qu'une des amies de Sigrid, surprise elle aussi de cette situation, lui dit, après tout, si c'est le choix de Frank, qui est-on pour juger? On met donc de côté l'improbabilité des images présentées, du moins jusqu'à la 42e minute, où il va se passer un événement qui va venir tout chambouler et faire vaciller le film dans une nouvelle dimension, nettement plus anxiogène. Alors c'est un événement qui va faire changer notre vision, ce n'est plus du tout la même chose pour nous spectateurs, qui sommes ramenés en une fraction de seconde à une réalité bien plus cruelle. Le film y bifurque alors de la comédie noire au thriller psychologique et horrifique, ça devient plus violent et par la même occasion un peu moins insolite, car plus classique dans son déroulement, et en fait c'est presque dommage. Heureusement, les dernières images nous replongent dans un malaise assez perturbant, et le film se clôture en plus de manière insolite. Alors Good Boy, c'est vraiment une proposition atypique qui ne ressemble à rien de connu. C'est un film qui fait preuve d'une belle originalité et que j'ai pris plaisir à visionner. Donc, laissez-vous tenter, je vous le conseille. Kom da, Frank. Det er middag. Kom og fortell. Var det en bra date? Han er kjekk. Litt sjenert, men på en sånn sjarmerende måte. Hva er det du gjør? Jeg teller antall kalorier jeg har drukket. Så du er en kontrollfrik? Nei. Kunne du tenkt å bli med hjem? Bor du her alene? Det har hun. Du sa du hadde en hund. Ikke et fuckings menneske i en hundedrakt. Det er veldig viktig at du behandler han som en hund. Ikke som et menneske. Ok? Verden er et grusomt sted. Jeg prøver å bli vant til det, men kanskje ikke så flink med folk generelt. Frank er en fyr som har gått gjennom mye. Han har ikke hatt noen til å være der for han. Utenom meg.
Frank var den eneste som likte meg for den jeg var. Eh bien voilà, ma vidéo sur le cinéma insolite se termine. J'espère que vous avez apprécié et que je vous ai donné envie de découvrir ces 6 films si vous ne les connaissiez pas, ou d'aller plus loin dans la découverte du cinéma insolite, car il y a donc, comme je vous l'ai dit, des tas d'autres films de ce genre qui méritent votre attention et qui vous feront vivre des expériences totalement hors normes. Allez, comme d'habitude, on like, on commente, on partage, et puis on se dit à mercredi prochain. Allez, ciao!